vous arrivez à parler en vous souvenant de ce que vous venez de voir. Donc le premier exemple que je veux vous montrer, c'est un exemple qui vient du Gothard. L'autoroute A2 est une des plus grosses autoroutes européennes même. Hein. Peut-être que vous l'avez déjà prise pour aller en Italie. Souvent on passe par le Gothard avec les fameux bouchons du Gothard, je veux dire 30 km, 15 km. Enfin, moi qui habite ici, constamment à la radio, on entend voilà, aujourd'hui c'est 15 km, aujourd'hui c'est 20 km. Enfin bref, si c'est un samedi, c'est pire. Et donc vous avez. Et si c'est l'été, évidemment, c'est encore pire. Donc ce qui est intéressant dans cette vallée du Ry, du Gothard, c'est qu'on est dans un canton qui est quand même le canton le moins peuplé de Suisse et le plus grand en superficie de Suisse. 36 000 habitants seulement. La ville la plus grande qui est Altdorf, 10 000 habitants, donc à elle seule, elle rafle la moitié, enfin le tiers de la population. Et après, on a vraiment des tout petits villages, donc vraiment tout un réseau de villages. Je vais montrer deux exemples de ce canton, parce que c'est un canton que je connais bien. Je suis un peu biaisé évidemment parce que j'habite dans ce canton, mais c'est pas uniquement parce que j'habite dans ce canton que j'en parle, c'est parce que c'est le canton qui a la part modale vélo la plus élevée de Suisse après Bâle. Et donc Bâle est quand même un canton très urbain, avec Bâle-Ville, etc. 16% de part modale du vélo, c'est la part modale la plus importante en Suisse. Donc on est quand même loin de Copenhague, mais enfin on est quand même généralement au-dessus de ce qu'on a en France. Mais ce canton-ci a une part modale de 10% de vélo, ce qui est énorme pour un canton rural quand même, soyons clairs. Donc la raison pour laquelle je veux vous en parler, c'est pour vous montrer quelques stratégies qu'a mis en place ce canton. En gros, elle se nomme au nombre de 3. La première stratégie, c'est de s'adresser à tous les publics, avoir une vraie culture du vélo pour tous les âges, avec vraiment un usage très fort, très apaisé des types d'infrastructures qui sont dédiées au vélo. Et on fait feu de tout bois, on va utiliser tout type de rues et de routes pour pouvoir le faire. Et je vais vous montrer donc, du coup les exemples qui vont avec ça. La deuxième stratégie, c'est le réseau de villes et de villages. Donc on va mettre ensemble, on va créer vraiment beaucoup de chemins possibles pour aller d'une ville au village et au village suivant et au village suivant et aussi aux attracteurs. Donc ça peut être la gare, ça peut être la piscine, ça peut être le centre commercial. Donc on va vraiment faire un effort pour mettre tout ça en constellation et le mettre en musique. Et le troisième élément, c'est vraiment la mobilisation du paysage comme armature structurante pour faire avancer finalement les gens dans cette façon de se balader, mais aussi évidemment pour le quotidien. Et j'insiste là-dessus, la raison pour laquelle on a une part modale aussi forte, c'est justement que c'est pas que pour les loisirs, c'est parce que les gens utilisent vraiment le vélo au quotidien, mais pour des motifs qui ne sont pas forcément le motif lié au travail. Ça peut être vraiment faire des courses, ça peut être aller chercher les enfants à l'école, les enfants eux-mêmes vont beaucoup à vélo, etc. Donc on va avoir ici un exemple de comment ça se passe avec une logique de string où on déploie sur toute la vallée ces voies vertes qui suivent entre l'autoroute et la Reuss, qui est une rivière alpine, donc qui pour le coup a énormément de risques d'inondation. Je sais que vous avez été inondé il n'y a pas longtemps, donc pour le coup vous serez évidemment familier avec la question. Du coup la Reuss étant une rivière assez sauvage, mais qui est quand même très accessible, on la rend très accessible, tout en ayant tous ces ouvrages de protection, d'endiguement, parce qu'en effet, elle peut quand même énormément accélérer, et c'est courant qu'on ait des inondations de la Reuss, on en a en tout cas 1 à 2 par an, enfin moi depuis que j'habite depuis 6 ans dans cet endroit, et on a des inondations régulièrement. On a d'ailleurs un dispositif pour pouvoir mobiliser l'autoroute comme deuxième canal. Quand on en a besoin, on ferme l'autoroute et l'autoroute dévie. On a des tunnels qui amènent l'eau sur l'autoroute, qui déverse sur le lac plus rapidement. Et du coup, on double finalement le volume possible de l'eau qui s'écoule, ce qui est un système très utile pour ce genre de problématique. Donc ici, vous voyez la partie qui est sur Herzfeld, qui est la ville la plus en amont de la vallée, si on veut, dans la partie haute de la vallée.
Cette ville est un peu en cul-de-sac, je dirais. Après ça, ça monte vraiment dans la montagne et ça va vers le col du Gothard. Pour le coup, c'est plus difficile. Et donc, vous voyez comment on mobilise des réseaux qui sont des réseaux long parcours. Hein. En fait, ça, c'est le chemin national numéro 2 et le chemin national numéro 7 qui traversent toute la Suisse à vélo. Et donc, on a des itinéraires nationaux qui sont mobilisés pour un usage du quotidien sur des micro-boucles qui viennent s'inscrire avec un usage très fort des ponts. Ça, c'est un de mes premiers messages. Vous aussi, vous avez plein de ponts, vu que vous êtes un territoire où il y a beaucoup d'eau. Donc, première chose à faire, c'est de mobiliser les ponts, créer des petits attracteurs de part et d'autre des ponts. Et puis, la deuxième chose qu'on peut faire, c'est de mobiliser, je dirais, le rythme qu'on peut donner en changeant finalement de paysage. C'est-à-dire, par exemple, vous avez vu là, il y avait un morceau de forêt. Tout d'un coup, on va traverser des endroits très jardinés, avec des jardins partagés. On va traverser des endroits où il y a des fermes. On va traverser des endroits où il y a des gens qui font du kayak, d'ailleurs, comme chez vous. Donc ça, c'est plutôt des choses qui sont intéressantes. Et il y a toujours quelque chose à voir. Parfois, c'est un peu plus urbain. Souvent, c'est un peu plus rural. Et donc, cette diversité de situations, c'est aussi ça qui crée le rythme et qui crée l'intérêt de ce type de voie verte, si on veut, ou disons piste cyclable. Ici, vous voyez une partie beaucoup plus urbaine qui va vers le centre commercial qui se trouve à 8 km en périphérie du centre-ville d'Altdorf, donc qui est la ville-centre. Hein. Et donc, sur ces 8 km, c'est un parcours qui est très intéressant. Parce que finalement il alterne avec des parties très rurales qui vont le long de petits bis, petits cours d'eau, avec des parties qui sont plus un peu plus, je vais faire juste un arrêt sur image ici, avec d'autres types de parties qui sont plus urbaines et dans lesquelles pour le coup, alors j'attire votre attention, je pense que ça c'est important à bien comprendre, c'est que nous, les Suisses, on a un fort principe de subsidiarité. On n'aménage que ce qui est moche. Ce qui va bien, on n'aménage quasi pas. On utilise tel que c'est l'existant. Donc on va par exemple mobiliser des chemins ruraux. On va juste mettre un panneau, on va dire ça, c'est exclu à la circulation générale et on va simplement faire en sorte que ce chemin soit utilisé tel quel. Si c'est pas asphalté, évidemment, on n'asphalte pas. Si ça passe en forêt, ça passera en forêt sur le revêtement qu'il y a là. C'est aussi une attitude que vous verrez beaucoup aux Pays-Bas, où c'est pareil. On n'a pas une garantie de revêtement, si vous voulez. On est plutôt dans une logique où on ne dépense pas dans le hard, on dépense dans la signalétique. Ça, vous avez vu, ça, on le fait à l'échelle nationale et on a une signalétique extrêmement bien faite avec des parcours qui sont numérotés et qui sont très clairs pour les gens. Et après, on a des parcours qui sont locaux, donc c'est moins le cas. Mais ce qu'on fait aussi, c'est que du coup, on va réserver l'argent pour résoudre les nœuds durs. Et donc, on va beaucoup investir pour le franchissement d'infrastructures qui sont compliquées, comme des infrastructures type rail ou des infrastructures du type autoroute ou route cantonale, qui sont des routes très, comment dire ça, fréquentées par les voitures. Là, on va mettre beaucoup d'argent. Et donc, finalement, tout ce qu'on aurait économisé sur le long linéaire, vous voyez, si au lieu de faire une piste cyclable qui fait 18 km, vous dépensez tant au kilomètre, nous, les ratios ne sont pas du tout comme ça. On va dépenser 10% de l'argent du projet total sur les 17 km qui vont bien, et le kilomètre qui va mal, on va mettre le paquet et on va résoudre ça avec beaucoup de générosité, beaucoup de confort. Donc ça, c'est une attitude que je pense qui devrait aussi prévaloir chez vous, si vous voulez faire ça comme ça. La chose qui est intéressante à relever ici, c'est pour ça que je fais cet arrêt sur image, c'est parce qu'on a en fait mutualisé cette infrastructure qui est en fait la station de service de l'autoroute du Gothard. Elle est biface et on l'a tournée aussi vers les piétons et les cyclistes pour desservir cet itinéraire national et aussi évidemment à l'échelle cantonale. Et on a créé un nouveau pont ici, au droit de cette infrastructure qui était déjà là et qu'on a donc simplement rendu beaucoup plus intéressante en installant des places de jeu, en installant cette terrasse. Donc en fait, l'endroit pour s'arrêter pour les voitures existait déjà. Et puis on l'a rendu encore beaucoup plus agréable, beaucoup plus intéressant avec cette extension qui pour le coup est payée par le fédéral, hein, parce que les autoroutes, ça relève du gouvernement fédéral. Et le canton
a abondé avec la construction de cette passerelle qui est uniquement piéton-vélo, qui permet du coup d'utiliser les deux rives de la Reuss avec quelque chose qui est vraiment très expérientiel. Vous avez des tunnels, vous avez des tas de choses qui sont vraiment intéressantes sur ce trajet, qui est vraiment un trajet très, très beau. On a aussi des petites choses pédagogiques de ce style pour apprendre à faire du vélo avec les enfants. Et c'est un parcours vraiment qui est sur une vingtaine de kilomètres en allée. Donc c'est quand même 40 km aller-retour, mais évidemment on pouvait faire plus ou moins long avec évidemment ces paysages qui sont des paysages assez beaux. On est en surplomb, donc on a une vue dégagée. Mais quand même un paysage aussi, il faut le dire, avec beaucoup de bruit, parce qu'on est à côté de l'autoroute, une grosse partie du trajet. Vous avez aussi la rivière, donc ça fait effet tampon. Mais quand même, je vous dirais que c'est pas que tout est rose. Et ça, c'est le premier enseignement que j'aimerais que vous reteniez, c'est que nous, en Suisse, on a une attitude qui est très d'acceptation envers tous les paysages qu'on a. On a des paysages beaux, c'est génial, on en a des tas, on est en Suisse quand même, c'est Heidi quoi. C'est sûr, c'est vert, c'est beau, mais on a aussi des paysages très moches, il faut le dire. Les cantons sont industriels, il y a des tas d'industries, il y a des tas de trucs lourds, il y a des poids lourds, il y a des tas de mouvements, et on traverse des zones industrielles sans autre forme de procès, sincèrement, on le fait couramment, et c'est quelque chose qui fait partie du paysage justement, et on s'attache à rendre cette diversité, à rendre ces effets de contraste intéressants. Ça ne veut pas dire beau, ça veut dire intéressant, mobilisant pour l'intérêt des gens. Ça va les réveiller, ça va les titiller, ça va les intriguer, ça va mobiliser leur attention, leur intérêt, sans forcément pour autant que ce soit toujours magnifique. Je ne sais pas si vous voyez la nuance entre beau et intéressant. Ce n'est pas forcément pareil. Vous avez un visage intéressant, ce n'est pas forcément un visage de mannequin. C'est un visage intéressant, ça va vous interpeller. Donc c'est un peu pareil. Pour situer un peu comment ça se passe, donc ça c'est un peu une grosse partie de cette vallée. Donc il y a évidemment beaucoup d'infrastructures vélo, c'est celles qui apparaissent ici en vert. Donc ce dont j'ai parlé là maintenant, c'est cette partie-ci, qui est donc structurée, comme je viens de le dire, avec des micro-paysages qui donnent accès à la rivière ou bien qui donnent accès à ces tunnels qui sont très intéressants. Vous voyez qu'on en a beaucoup en accroche au début du trajet, puis on en a encore aussi à la fin du trajet, quand on s'approche d'Hersfeld, qui est donc un peu la fin du trajet. Et pourquoi on fait ça? Parce que ça permet de traiter deux choses qui sont très importantes et qu'il est important que vous traitiez aussi dans vos paysages. C'est l'effet de porte pour l'entrée et l'effet phare pour le retour. L'effet de porte, c'est assez clair, vous traversez un seuil, vous démarrez un itinéraire, et il vous faut avoir plusieurs endroits où on peut se poser. L'effet phare, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait une bonne excuse pour rebrousser chemin. Vous avez tous été sans doute dans une de ces plages à n'en plus finir, comme on en a à Dunkerque ou en Belgique ou aux Pays-Bas. Enfin, moi en tout cas, j'étais sur ces plages qui sont des plages très bonnes pour faire du char à voile parce qu'elles n'en finissent plus. Mais si vous êtes à pied, au bout d'un moment, vous n'en pouvez plus. Et donc, il faut vous mettre d'accord avec le reste de votre famille. Bon, alors on va tourner là, parce que bon. Et puis, il y en a qui sont d'accord de tourner et d'autres pas. Et quand on a un phare, ça résout automatiquement cette question. Parce que quand on a un phare, on va jusqu'au phare. Et quand on est arrivé au phare, on a une très bonne excuse pour rebrousser chemin. Et donc ici, on a toujours besoin, je vous conseille de faire ça, que dans vos pistes cyclables, à la fin de vos pistes cyclables, quand vous êtes en train de les reconnecter avec la ville ou les connecter entre elles, vous puissiez créer ces effets phares. C'est bien pour les gens. Déjà, ça leur donne un bon endroit pour s'arrêter. Et puis ensuite, ça leur donne un endroit pour rebrousser chemin. Alors, comme je vous disais, la totalité de cette piste cyclable, l'effet phare précédent était à Hersfeld, donc c'était quand même un peu long. Ça faisait 20 km, 18 pour être exact, depuis Altdorf. C'est un peu long, parce que ça implique quand même qu'aller-retour, vous en avez quand même pour 40 km, si ce n'est pas un vélo électrique, enfin bref, ça vous prend quand même minimum l'après-midi. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a créé cette passerelle à cet endroit où il y avait la possibilité de boire et manger. C'est très important d'associer l'effet phare avec une possibilité de boire et manger. Et la passerelle à cet endroit exact, du coup, elle coupe à peu près en deux
petit peu moins de 2, mais c'est parce que ça continue encore plus loin là-bas, c'est pas Tinghausen le début, c'est encore un peu plus haut. Mais je dirais qu'à peu près en 2, cette balade, et du coup, on a quasiment doublé la fréquentation avec la possibilité de faire cette boucle plus petite qui s'inscrit dans la boucle plus grande. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et ça, j'insiste là-dessus, c'est important que vous compreniez ça. Plus vous intégrez de pauses et d'endroits où les gens peuvent rebrousser chemin, plus les gens vont aller jusqu'au bout, en fait, dès qu'ils auront le temps. Mais le jour où ils n'ont pas le temps, ils feront juste la moitié de la balade. Et ça fait vraiment beaucoup d'effet. Donc ça, c'est pour ce premier exemple. Est-ce qu'à ce stade, vous avez des questions sur ce premier exemple? Des choses qui vous parlent, des choses qui vous interpellent, des choses que j'ai dites que vous n'attendiez pas? Juste une question. À un moment donné, on voit des panneaux. On voit un vélo rouge. C'est interdit là, à ce moment-là. Non, c'est interdit au vélo. La signalisation, comme chez nous, ce qui est autorisé en vert, oui, c'est en rouge. La diapo où il y avait les panneaux là. Ouais. Parce que les autoroutes, je sais que c'est l'inverse. Je vois plus. Tout au début. Tout au début de la vidéo. Attendez, je remets juste pour qu'on voit un peu. Je vais passer. C'est une photo. Oui, c'est une photo. Hein? Une photo. Ouais, avant ça. Juste après ça. Non, après il y a ça. Ah, c'est ça, pardon. Alors ça, c'est la signalétique. Alors il y a plusieurs choses qui sont ici. Il y a en effet... les panneaux chez nous sont en effet rouges pour le vélo. Hein. Les itinéraires sont bleus, sont marqués en bleu comme l'itinéraire numéro 3 là. Ça, c'est des itinéraires pour le vélo de route. Ça veut dire si vous avez un vélo de route, vous pouvez le faire. Et les itinéraires pour le VTT, qui vraiment vont sur des montagnes et demandent un VTT, ça, c'est des itinéraires qui sont en jaune. Donc vous voyez ici qu'il y a plusieurs itinéraires qui sont d'ailleurs des assez longs itinéraires. On peut même aller jusqu'à Andermatt faire du ski, enfin bon courage, mais vous pouvez porter votre ski éventuellement et aller jusqu'à Andermatt. Ça c'est des routes, donc ça, et puis ça peut être des routes de campagne, ça peut être aussi des petits chemins, mais disons qui sont compatibles avec les vélos de route et les gravels sans problème. Et puis après, on a vraiment les itinéraires qui sont plus durs. Alors ici, particulièrement, c'est ça la raison pour laquelle on met cet avis, qui en plus est dans toutes les langues, là, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent, qui en fait font le tour du lac des Quatre Cantons, ou qui vont jusqu'au col du Gothard, et qui après redescendent sur cette route, et la route, ici en l'occurrence, hein, c'est la route entre Fluelen et Brunnen, qui est la route qui accompagne le lac, est en effet une route extrêmement dangereuse qu'on va d'ailleurs maintenant passer en tunnel et élargir parce qu'il y a eu plusieurs accidents. Il y a toujours des accidents sur cette route, mais elle est effectivement dangereuse pour les vélos. Donc pour le coup, il vous propose un itinéraire alternatif. À cet endroit-ci, vous avez un nœud qui permet de choisir parce que vous êtes là où il y a effectivement l'option du bateau ou l'option du train. Et ils ont même mis aussi en place maintenant une espèce de navette à vélo qui circule sur cette route pour pouvoir embarquer votre vélo sur ce tronçon. Et il faut comprendre pourquoi, parce que l'autoroute A2 est une vraie autoroute, 2 fois 2 voies sur tout son trajet, sauf le goulet d'étranglement dont on parle ici, ce tronçon, ou du fait qu'elle est vraiment sur le lac avec des énormes falaises de part et d'autre, elle est rétrécie sur une voie normale. Donc ça veut dire que tout le trafic européen, tous les poids lourds, tous les gens qui font tout l'école à moto, tous les gens qui sont décapotables, tous les gens qui sont dans des voitures normales, et eux y compris après tous ceux qui sont là, ils passent là. Et donc c'est extrêmement compliqué. Une route qui est pleine de tournants et qui est en effet très difficile. Moi sincèrement, pourtant j'habite à côté, je ne la fais pas les yeux fermés jamais. C'est vous dire, c'est une route qui est vraiment dangereuse, mais pour tout le monde. Il y a régulièrement des gens qui passent dans le lac. Et c'est pas que les vélos, hein. C'est vraiment un truc qui arrive. Ce que je voulais ajouter, je ferai une petite remarque quand même, c'est en toutes les langues, mais pas le français. Pas en français. Non, c'est vrai. Non, c'est pas pour ça que j'adore. Ce qui est intéressant en Suisse, c'est que ils ont une signalétique qui est nationale. Oui. Cette signalétique, vous la trouvez dans toute la Suisse.
Et c'est une politique fédérale. Oui, absolument. La politique est fédérale. Elle est implémentée à l'échelle cantonale, donc c'est les cantons qui implémentent, avec les associations d'ailleurs. Généralement, c'est les associations qui le font. Mais chez nous, on a une diversité suivant les communes, les villes où tu es. Eux, ils ont cette signalétique-là, ce principe. Cette signalétique rouge c'est pour les vélos? Oui, pour les vélos. Ça, c'est vélo. C'est généralement vélo. Il se peut, mais c'est pas forcément site propre. Ça peut être parfois des tronçons sur route, comme on a vu, hein, on en a vu là, qui sont apaisés en zone 30, et parfois même ils seront sur la voie principale, mais ils seront avec une piste ou une bande cyclable qui va être, disons, délimitée quand même sur les routes cantonales. Donc quand je parle d'une route cantonale, chez nous, c'est l'équivalent chez vous d'une départementale avec beaucoup de trafic. Donc oui, effectivement, cette signalétique, donc vous pouvez en fait tester, hein, vous pouvez aller sur ce site qui s'appelle Suisse Mobile et .ch, qui est un site en effet national pour tous les modes qui engagent le corps en mouvement. Donc il y a la marche, il y a le vélo, il y a les patins à roulettes, les rollers, il y a le canoë-kayak sur nos rivières, et il y a encore un cinquième que j'oublie, et puis après il y a la déclinaison hivernale, où vous avez les promenades en raquettes, les trucs en ski de fond, et encore, que sais-je, des trucs de ce genre. Donc il y a une version hiver et une version été, et puis vous pouvez choisir évidemment le mode, et puis ce site répertorie tout ce qui existe à ce niveau-là, avec une déclinaison grands parcours nationaux, parcours régionaux et parcours locaux. Donc avec une logique qui peut aller de 30 jours à pied pour traverser la Suisse, ou une semaine à pied pour traverser la Suisse à vélo, une semaine pour traverser la Suisse à vélo, on l'avez compris. Les itinéraires régionaux, généralement, c'est 2-3 jours. Les itinéraires locaux, généralement, c'est dans la journée. Vous arrivez à le faire en quelques heures. Donc, comme ça, on arrive vraiment à tout faire. Et puis, on a une très bonne hiérarchie de réseau qui permet vraiment de tout faire. Dans l'exemple que je vais montrer ici, donc, Fluelen est vraiment cette ville assez importante parce qu'elle est au bord du lac. Donc, pour le coup, elle est petite, 2000 habitants, mais elle, si vous voulez, elle diffuse sur tout le lac, donc elle est assez importante et elle va diffuser de façon intéressante. Donc on parle de la ville qui est là-bas au bout, là, et puis elle va diffuser sur tout le réseau de villes et de villages, y compris donc la capitale qui est Altdorf, et puis les autres endroits qui sont importants. Donc vous aurez compris, ici on est dans la partie aval de la vallée, donc avant je vous ai montré la partie amont, celle qui est la plus dans la haute vallée. Et ici maintenant on est dans la partie où la vallée se déverse dans le lac. Donc évidemment c'est là qu'il y a le plus de villes et de villages, c'est logique, hein, donc le gros de la population habite ici. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, le centre commercial dont je parlais avant, qui est en périphérie, Schattdorf, se trouve donc à un bout de la vallée ici. Là-haut, vous avez Burglen, qui est la partie qui va après vers une autre vallée haute, qui est la vallée du Klausenpass, qui est aussi très fréquentée, très touristique, très intéressante, mais qui alors pour le coup monte assez fortement. C'est bien d'avoir un vélo électrique là pour le coup. Le reste est plat, évidemment, parce qu'on est dans une vallée alluviale classique. Et ce qui est intéressant ici, j'insiste là-dessus, c'est cet effet calamar, ce qu'on appelle un effet calamar. Vous avez tous en tête un calamar, j'espère. Donc un calamar, c'est un truc qui est un tube. Hein. Donc, par exemple, nous, généralement, le tube, on le résout avec du rail. On va mettre du train très fort, sur des axes forts. Donc là, nous, Herzfeld, Altdorf et Fluelen sont sur la ligne du Milan, hein, donc Andermatt, Milan. Donc pour le coup, Lugano. Donc ils ont vraiment une densité très forte. Les trains sont très bien desservis. C'est des villes qui sont villes-villages qui sont très bien desservis par le train. Et entre les deux, évidemment, on a tous ces itinéraires vélo. Mais quand on arrive dans ce bout de vallée où il y a beaucoup de villes et de villages en latéral, en épaisseur, alors là, évidemment, il faut que ça reprenne, des modes plus locaux doivent prendre le dessus. Et l'attitude chez nous consiste à dire, ok, on va sortir du tube et on va faire comme le calamar, on va faire plein de tentacules qui vont aller à gauche, à droite, chercher les différentes villes, les différents villages.
Et donc c'est ce qu'on fait ici, avec cette logique de réseau de ville qui va aussi non seulement connecter les villages entre eux, mais aussi connecter les attracteurs entre eux. Et donc typiquement, ce que je vais vous montrer là maintenant comme film montre comment on passe du centre-bourg de Fuelen vers la piscine, donc avec un chemin qui est partagé piéton-vélo, mais très très confortable, très large, comme vous voyez, c'est presque une petite autoroute à eux tout seuls, là, qui permet justement aux familles d'aller avec les enfants, qui permet des tandems, qui permet à des groupes d'adolescents. La piscine est très très fréquentée, c'est la piscine cantonale, donc tout le monde va à cette piscine où qu'on habite, et donc on a beaucoup de groupes, et donc l'idée c'est qu'on puisse s'insérer. Là pour le coup on est sur une route cantonale, donc elle est très chargée comme je vous disais précédemment, et c'est pour ça qu'on fait un chemin un peu en séparatif. Après, on a aussi une attitude qui consiste à dire on va chercher l'arrière des bourgs, on va chercher les chemins vicinaux qui sont historiques, qui sont déjà là, et on va les mobiliser donc en pleine campagne, comme vous voyez avec souvent des qualités très fortes, hein, et on va souvent mettre des petits équipements, comme ici on a mis un skatepark pour les ados, on a mis un chemin sonore, on a mis des tas de choses intéressantes. Et donc ce chemin relie à la fois la gare d'un côté, le lac, comme je disais précédemment, relie des quartiers de vie dans lesquels on a beaucoup d'enfants qui jouent dans la rue, hein, c'est assez classique chez nous, hein, et puis relie aussi ces différents attracteurs dont je parlais avant. La logique de mobiliser les chemins vicinaux à l'arrière de vos bourgs est vraiment une logique super payante. Parce que souvent, ils sont très peu fréquentés par les voitures, et puis c'est facile de les déclasser du réseau, ou simplement de dire... Nous, ça marche, c'est les agriculteurs qui ouais. Nous, c'est sûr qu'il faut apprendre à partager. C'est vrai que nous, souvent, les agriculteurs vont avoir la priorité. Donc si vous êtes à vélo, c'est quand même vous, souvent, qui allez laisser le tracteur passer. Je veux dire, un tracteur, de toute façon, on ne fait pas le poids. Hein. Généralement, le tracteur, il est plus fort que vous. Donc, sincèrement, les gens, de ce point de vue-là, tout le monde se met un peu de côté, laisse passer le tracteur. Il faut dire que souvent, c'est des engins qui sont gros comme ça. Nous aussi, on a les mêmes. Hein. Oury, c'est le canton le plus rural. Il y a un nombre d'agriculteurs par tête. Et d'ailleurs, ça se voit politiquement. Ça vote vraiment agriculture. Hein. C'est important. Donc, c'est sûr que c'est pas ceux-là qu'il faut froisser, hein, clairement. Mais on sait faire. Et je dirais même que les enfants des agriculteurs vont à l'école à vélo. Enfin, je veux dire, tout le monde va à vélo de toute façon. Hein. L'agriculteur lui-même, quand il sort de son tracteur, souvent va à vélo. Donc, il faut aussi voir que, après, c'est une culture qui s'est mise en place, mais je dirais quand même, elle ne s'est pas mise en place. C'est pas parce que les Ouranais étaient des gens qui faisaient du vélo. Ils n'en faisaient pas, hein. Détrompez-vous. Hein. C'est parce qu'on a reconquis le réseau et on a repris ces rues qui étaient des rues des quartiers à l'arrière des bourgs, et on a repris les routes rurales et on les a, disons, comme j'ai dit, déclassées, aménagées pour le vélo. Mais pas que le vélo, il y a la marche, il y a aussi les chevaux. Ça a l'air de rien comme ça, mais les chevaux, c'est un peu comme le troisième enfant que vous avez. Ceux qui étaient tout le temps en train de s'engueuler, du coup il y a le cheval qui passe, du coup ça met tout le monde d'accord. Je ne sais pas comment vous dire, mais ça c'est un truc très suisse, où finalement le fait qu'on partage avec les chevaux, ils ne sont pas très nombreux, mais on en a quand même ici sur ces... Puis du coup les chevaux ça calme tout le monde, les gens les adorent, les enfants viennent jouer avec. Enfin bref, c'est un truc qui met beaucoup d'ambiance sur ces chemins, et je dois dire que ça contribue. Donc, maintenant, je vais vous montrer un exemple qui est peut-être un peu plus urbain. La ville elle-même n'est pas beaucoup plus grosse que Burundera, vous connaissez, vous êtes venus. Vous voyez là, d'ailleurs, certains reconnaissent, je pense, des personnes. Alors, cet exemple montre comment on relie par des chemins paysagers, des chemins de traverse, on va dire, la gare au centre-bourg et à l'Ar, qui est la rivière, une des principales rivières suisses. Hein. Sur le territoire suisse, c'est même la plus grosse rivière de Suisse, celle-ci. Elle est aussi très sujette à des inondations, parce qu'elle est sur un bassin versant qui lui-même vient du lac de Bienne, traverse plein d'endroits qui sont inondables. Donc pour le coup, il faut aussi gérer cette question. Et ce qui est intéressant ici,
on a vraiment cette idée de la campagne à portée de ville et de la ville à portée de campagne, si je peux dire. Toujours cette même logique de partir d'une gare qui a beau être petite, mais très très bien équipée, avec toujours un restaurant, toujours à boire et à manger, toujours des petites choses, pour le coup, en version plus petite. Un parking très 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 végétalisé. Nous, on démarre ces actions de paysage, on les démarre tout de suite là où on a le plus de monde, c'est-à-dire les automobilistes qui sont très présents. Et pour le coup, on va faire des canopées très végétalisées pour les véhicules, mais aussi comme chemin de désir, chemin de traverse pour aller rejoindre les quartiers. Les restaurants eux-mêmes sont très végétalisés, puis ensuite on rentre dans le cheminement qui a été donc à la fois très apaisé. Vous voyez comment les ronds-points fonctionnent. On traversée totale du rond-point, on fait comme on veut, on traverse la ligne de désir comme on souhaite, et on a la possibilité ensuite donc de rejoindre ce centre-ville et ce bord du lac où, comme il est de tradition suisse, on peut nager. Vous voyez ici les sacs de nage et tout ça. Donc les gens peuvent les louer au restaurant, et puis ils nagent un petit coup dans la rivière, et après ils reviennent, et puis ils rendent le sac. Ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup en Suisse. On le fait dans toutes les villes suisses qui ont de l'eau à disposition. Et donc, j'insiste aussi sur ce côté familial du vélo. C'est vraiment très important pour nous de pouvoir mettre à disposition des familles tous ces services. Et j'insisterai, je l'ai dit déjà tout à l'heure dans la visite, mais j'insiste encore auprès de vous qui n'étiez pas à cette visite, que ce qui est décisif pour instaurer une vraie culture du vélo sur votre territoire, c'est pas uniquement l'infrastructure, c'est pas uniquement la continuité, c'est pas uniquement la sécurité des carrefours. Tout ça est évidemment super important, mais tout ça, je dirais que c'est un peu comme quand vous mettez des couverts sur la table. Il faut qu'il encore avoir le plat qui arrive, et le plat, c'est la couche servicielle, c'est la couche expérientielle. Il faut mettre beaucoup de services, vraiment beaucoup de services, à la disposition des gens pour que les familles notamment adoptent le vélo vraiment comme mode de déplacement, que ce soit pour leur loisir ou autre. Est-ce que vous avez des questions sur cet exemple de Buren? Ça vous parle? Est-ce que vous vous dites que... Est-ce qu'il y a des choses là-dedans qui vous intéressent? Je sais pas moi, le parking végétalisé, d'autres choses que vous vous dites, ça pourrait fonctionner. En plus petit peut-être, mais c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'on retient de cet exemple. Moi personnellement, ce parking très végétalisé m'a bluffé, parce que c'est la première chose qu'on voit quand on sort du train. On tombe vraiment là-dessus, et c'est aussi la première chose que vous voyez si vous êtes automobiliste en arrivant dans cette gare. Donc vous vous dites, ah, je suis vraiment dans un paysage quasi naturel, vous voyez ce que je veux dire? Et comme au-dessus il y a encore une colline, c'est vraiment un endroit, Buren, qui a gagné beaucoup de nouveaux habitants ces dernières années. Vous parliez avant de démographie, vous étiez en train de dire, justement parce que c'est un endroit qui permet d'être proche de la rivière, et qu'ils ont une petite colline qui est juste au-dessus, qu'ils ont beaucoup aménagé pour pouvoir faire du sport, pour pouvoir se balader, faire des balades de proximité, et du coup ils gagnent régulièrement des nouveaux habitants parce que justement ils offrent cette nature de proximité que les gens recherchent, tout en étant très bien connectés par ailleurs avec un train qui est un tout petit mignon train qui est un bout de ligne qui va chez eux et qui les ramène tant à Vienne qu'à Berne. Donc c'est beaucoup des pendulaires, ils ne travaillent pas forcément là, la ville est petite, et eux ils cherchent plutôt les grandes villes d'à côté. Et puis, un autre exemple de Gretchenlohr, là on va dans une ville un peu plus grande. Je l'ai mis parce que c'est quand même intéressant de voir un exemple qui fait trait d'union entre la gare et la ville, et même la particularité de Grenchen, c'est que c'est une ville qui a deux gares. Ça c'est assez bizarre, parce qu'en fait elle fait partie du faisceau ferroviaire, et elle a une ligne qui va à Delémont-Bas, puis elle a une ligne qui va à Zurich, et donc pour le coup les lignes se séparent ici. Donc il y a Grenchen Sud et Grenchen Nord, bon, les deux arrivent en ville, mais ça fait que c'est un peu particulier, et parfois les gens doivent changer de train entre Grenchen Sud et Grenchen Nord, ou bien doivent simplement... disons, il faut que vous vous habituiez quand vous êtes dans cette ville, que parfois vous arriverez via Grenchen Sud, parfois vous arriverez via Grenchen Nord. Donc ça demande quand même de constituer dans la carte mentale des tas de chemins,
Et puis c'est important de pouvoir naviguer entre les deux gares finalement. C'est quelque chose que vous devez apprendre à faire. Et entre les deux gares, il y a évidemment le centre-ville. Donc ça c'est intéressant de ce point de vue-là. Donc c'est une gare qui en soi n'a pas été encore réaménagée, ça fait longtemps qu'elle est comme elle est. Ce qu'on a fait en revanche, c'est qu'on a un tout petit peu aménagé l'espace public dans lequel on a instauré une zone, un parvis un peu, on va dire, apaisé, avec beaucoup de végétalisation et avec le déclassement de, donc toujours les services, hein, ça c'est indispensable chez nous, hein, donc toujours avoir à manger, toujours 2-3 petits commerces de proximité dans la gare. Et puis, cet aménagement qui a consisté à déclasser cette rue qui fait trait d'union et à beaucoup la végétaliser, y compris avec des élos végétaux, comme vous voyez ici, qui sont en plein milieu de la rue. Donc ça a des axes, l'axe de la rue, ça permet de la rendre beaucoup plus friendly pour les vélos et les piétons. Ça n'empêche pas les voitures de passer, il y a même des bus qui passent là, mais ça rend le trajet un peu moins linéaire, donc pour le coup la vitesse est naturellement baissée, et puis ça permet vraiment d'avoir un trajet très sécure. Il faut savoir aussi qu'il y a des écoles sur ce chemin, il y a aussi des maisons pour seniors, donc pour le coup c'était important de faire quelque chose comme ça. Voilà pour ces exemples suisses. Maintenant, je vais rentrer dans la question des paysages énergétiques, avec des exemples qui viennent un peu de partout. Je commence un peu avec... Enfin, il y a un mix avec des images du Portugal, des Pays-Bas et des États-Unis, parce que j'en reviens. Et ce que je voulais vous dire, première chose, c'est que c'est très important d'animer les paysages avec des gens. On ne peut pas animer un paysage, activer un paysage avec que le paysage. C'est important d'avoir des gens qui font des choses dessus. C'est important aussi d'avoir une animalité d'une certaine façon, un paysage productif qui rappelle aussi les paysages agricoles. Et c'est quand même le cas, on est à la campagne, les gens s'attendent à voir ces choses-là et à les mettre en valeur. Donc si vous avez des paysages agricoles en action, qui sont encore productifs, mettez-les en valeur. Faites en sorte que vos paysages puissent vraiment accueillir les enfants, avec une attitude où on est encore en train d'apprendre à faire du vélo. Donc on n'est pas encore très capable de faire du vélo bien, avec des draisiennes, etc. L'autre chose où j'attire votre attention, c'est que souvent dans les paysages, il y a des superstructures, il y a des coupures, il y a des franchissements. Et c'est un peu normal, je veux dire, et d'autant plus quand c'est des infrastructures énergétiques, ça peut être lié à des barrages, ça peut être lié à des écluses, ça peut être lié à toutes sortes d'autres types d'infrastructures qu'on verra après. Comme toujours, l'important c'est d'aller chercher ces ponts et c'est d'aller créer cette vraie grande biodiversité des publics le plus possible quand vous avez des choses qui se passent. Vous pouvez aussi mutualiser. Ici par exemple, c'est un exemple d'un camping qui a lui-même mis des places de jeu, mais qui sont mutualisables avec la voie verte. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens de la voie verte peuvent s'arrêter et aller jouer un petit peu dessus. C'est pas fermé. Donc c'est ce type de négociation que vous devez avoir pour les services. Et puis, j'ai voulu mettre aussi quelques images de ces éoliennes ou de ces... Je ne savais pas en l'occurrence, là par exemple aux États-Unis, on voit il y a vraiment beaucoup d'éoliennes. Ici, une image des îles Féroé. Et il y en a vraiment partout, même dans les coins les plus paumés. Nous, en Suisse, on en a, y compris justement à Andermatt. Vous voyez, là, on est en pleine piste de 1500 mètres, et puis on a quand même aussi ces éoliennes. Et ce qui est important, c'est d'avoir une attitude artistique par rapport à ça. Je vous montre quelques exemples d'artistes qui se saisissent finalement d'objets très difficiles du quotidien. Je veux dire, les grues, par exemple, les gens d'habitude n'aiment pas ça. Mais si vous arrivez à les transformer, comme ici ça a été fait avec ces spectacles à Paris, je pense que c'est une attitude intéressante. Et puis, je voudrais finir avec cette idée, comme vous voyez ici avec ces moulins, que finalement, ça aussi, c'est des paysages énergétiques. Et ça aussi, aujourd'hui, on trouve ça très bucolique et très magnifique, et puis c'est fabuleux, mais pensez au fait qu'il y a 300 ans, ça, c'était l'équivalent de nos éoliennes d'aujourd'hui. Et c'est important de comprendre aussi que dans le temps long, il y a une appropriation du paysage et les gens commencent à s'habituer. Pensez aux pyramides du Louvre. Vous vous souvenez sans doute comme moi en tout cas j'étais horrifié
Les premières années de ces pyramides du Louvre, j'étais là, je me disais à chaque fois, mais quelle horreur. Et puis aujourd'hui, sincèrement, encore l'autre jour, j'ai été boire un verre là dans ce café en face de ces pyramides, que d'ailleurs c'était même qu'en face des pyramides, il n'y avait même pas le Louvre, enfin le point de vue où on était, et ça m'aurait probablement horripilé tout autant s'il n'y avait plus les pyramides. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, maintenant qu'on s'est habitué et que ça fait partie du paysage, c'est exactement le sens de cette expression. Faire partie du paysage, ça veut dire quoi? Quand on dit ça, c'est justement que cette chose a été adoptée. Vous voyez ce que je veux dire? Que cette chose, vous l'avez intégrée dans votre carte mentale et que ça devient maintenant quelque chose qui est à vous. Donc voilà pour cette partie, qui était la partie de ma conférence. Je vais finir avec quelques slides, pour le coup, c'est plus des vidéos, qui sont sur les carrefours. Ça, c'est lié à la demande qu'on m'a faite. Donc du coup, j'ai rajouté ces slides un peu vite fait dans ma présentation, parce qu'on a vu aujourd'hui lors de la balade que l'enjeu chez vous, c'est souvent dans les carrefours. Donc pour le coup, je vous suggère de reprendre, nous, quand on avait fait la visite à Bâle, on avait vraiment vu que le principe à Bâle, et c'est pour ça qu'ils ont cette part modale aussi incroyable du vélo, c'est parce qu'ils apaisent avant tout les carrefours. Ils travaillent, avant de travailler sur les rues ou sur les routes, ils travaillent essentiellement sur les carrefours, et ils ont mis en place ces carrefours en zone 20 pour justement faciliter ces rencontres, on va dire, entre les différents modes de transport, les différentes personnes. Il y a aussi évidemment les tramways à Bâle, hein, donc ça rend la chose encore plus complexe. Mais je voulais vous montrer un exemple qui est peut-être plus proche de vous, au sens que c'est aussi une ville qui est très petite, Mendrisio, une ville aussi qui est, comme elle est à la frontière italienne, c'est une ville qui a une part modale de la voiture très très forte. Les gens sont beaucoup en voiture, non seulement ils sont beaucoup en voiture, mais ils adorent la voiture, parce que, comprenez, c'est quand même presque des Italiens, on était si loin. Hein. Donc pour le coup, eux, je veux dire, ma Ferrari, c'est mon monde, quoi. Je veux dire, j'ai vraiment besoin. Et là, pour le coup, on avait cette ville qui était complètement coupée en deux, scindée en deux, la partie historique avec l'église, etc., le parc et tout ça. Et on avait ce rond-point qui est atroce, route cantonale, extrêmement circulée, etc. Et on a réaménagé ce rond-point avec une ligne de désir traversante au milieu et avec cet enjeu de fraîcheur. Donc on a voulu résoudre deux pierres d'un coup, faciliter l'accès pour arriver. Vous voyez que c'est une position vraiment centrale, hein, avec le cœur de village historique d'un côté, la Piazza Grande, et puis cette ancienne église. Et tout ça était un peu comme posé autour du rond-point, et puis on n'arrivait juste pas à aller d'un coin à l'autre dans cette ville, parce que c'était juste impossible de traverser ce rond-point. Et le fait qu'on ait posé cette grande ligne de désir qui va en direction de l'église et qui fait la possibilité d'y aller, et vous avez vu 2-3 petits détails qui ont l'air de rien mais qui font toute la différence, alors que l'espace est très contraint, très petit. Mais cet espace a gagné plusieurs prix parce qu'il arrive à résoudre un tas de problèmes. Donc d'abord, il fait cette ligne de désir qui est vraiment très intéressante. Il offre même un petit cadre pour les selfies là, avec l'œuvre artistique qui est là, vous pouvez mettre dedans, et puis ça fait des petites photos qui peuvent encadrer l'église, qui peuvent encadrer le rond-point, qui peuvent vous encadrer vous, enfin, comme vous voulez. Et donc on peut traverser comme ça. Les voitures continuent à circuler. J'insiste sur le fait qu'à aucun moment on empêche les voitures de circuler. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on dit maintenant c'est de la ville, ou maintenant c'est de la campagne, maintenant c'est pour les gens, et puis vous avez votre place, mais c'est une place un peu plus tranquille. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, pour le coup, ce qu'on va surtout faire, c'est qu'on va calmer la vitesse. Donc, on va mettre du 20, on va mettre du 30, et puis on va faire des aménagements où c'est clair quand on les regarde que c'est pour les gens. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, on va profiter de chaque mètre carré pour mettre des gens dessus. Et ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a très habilement créé sur ces escaliers beaucoup de place pour que les gens puissent s'asseoir. Vous voyez qu'ils occupent le moindre mètre carré d'herbe, eh ben c'est bien rentabilisé pour les pique-niques, etc. Et puis que vous avez ces enfants qui profitent de l'eau. Enfin, on a les éléments classiques finalement d'un parc ou d'une place centrale, qui sont la présence d'une fontaine, la présence de l'eau, la présence du verre, et puis vous mettez ça par petites touches, y compris dans cette zone qui est quand même un peu en entrée de ville, hein, et qui était précédemment un endroit complètement atroce, hein, je vous garantis. Donc pour le coup, c'est intéressant de voir que ça a été vraiment très approprié. Aujourd'hui, c'est un des endroits les plus fréquentés de Mendrisio, un des endroits même les plus touristiques. Les gens font des photos, viennent visiter ça. L'église même a pris un coup de boost. Avant, elle était peu fréquentée, elle est plus fréquentée, donc c'est plutôt intéressant.
La deuxième peau des parcs, c'est un concept, je vous montre un peu l'effet quand on le fait, sur Nancy, que vous connaissez bien, c'est à côté. Donc ça, c'est les parcs classiques tels qu'ils existent. Ça, c'est l'effet si vous intégrez une deuxième peau, même ne serait-ce qu'à 5 minutes, qui est la partie jaune là autour. Ça se traduit par une carte, ici l'exemple de Bordeaux, chez qui je suis en train de travailler beaucoup sur métropole rafraîchissante. Je pense que chez vous, le problème n'est pas tant la chaleur, c'est plutôt les inondations. Mais quand même, de temps en temps, vous devez avoir des canicules, parce que je sais que même Amiens a eu des canicules. Donc, je veux dire, je pense que tout le monde maintenant est sujet. Nous aussi en Suisse, on en a beaucoup. Et ce qui est important, c'est de bien vous dire, autour des parcs, il y a du potentiel. Simplement donner plus de place autour de vos parcs, en apaisant les rues qui sont autour. Et puis en les rendant beaucoup plus perméables pour la marche et le vélo. Et puis, vous pourriez faire comme à Bilbao, beaucoup travailler sur les coupures et sur les ponts. Bilbao a vraiment beaucoup travaillé là-dessus. Du coup, c'est la ville la plus piétonne d'Europe aujourd'hui, hein, avec une part modale très forte de la marche à plus de 70% et une part modale de la voiture qui est seulement de 10%. Ce qui est quand même la part modale voiture la plus basse de toutes les villes d'Europe de sa catégorie. Il n'y a pas une autre ville qui a réussi ça. Et c'est parce qu'ils ont travaillé sur deux choses. Les coupures entre les quartiers, notamment les coupures avec des hauts et des bas, chose que vous avez beaucoup ici aussi, et puis les ponts. Ils ont beaucoup travaillé sur les ponts pour rendre les ponts plus accessibles, plus beaux, plus intéressants, ce qu'ils ont bien réussi. Et il y a aussi un autre endroit où je vous suggère de beaucoup travailler, c'est les parkings. On a vu l'exemple de Buren, et ici un exemple de Hambourg. En fait, sous ces escaliers-là, vous avez des parkings. Et donc les gens peuvent se garer, c'est pas la question, mais la plus belle vue qui est la vue sur le fleuve, bah, vous ne la donnez pas aux voitures, les voitures sont garées, il n'y a personne dedans, ça n'a aucun sens. Donc pour le coup, l'aménagement a permis de faire un aménagement qui permet de profiter du paysage, tout en gardant la fonction de stationnement en dessous, vous voyez ce que je veux dire? Puis du coup, on fait ce passage qui permet le passage des vélos et des personnes qui se baladent, et qui permet aux gens d'attendre, et aux automobilistes, dès le premier pas en dehors de la voiture, ils ont tout de suite un endroit confortable pour se poser. Ça, c'est super important, parce que quand vous dites à un automobiliste, bah, pose ta voiture, fais autre chose, faut-il encore qu'il y ait un endroit sympathique où, dès qu'on sort de la voiture, pour qu'on puisse utiliser et se dire qu'on est quelque part. Pareil ici pour Sion, qui est aussi une ville en Valais suisse qui est très voiture à la base, hein, parce que tout le monde habite dans les chalets en montagne, et quand on descend, bah, on a sa voiture. Donc pour le coup, c'est intéressant là aussi. On est dans un parking d'entrée de ville qui est un peu plus loin, à 50 mètres, il y a un parking souterrain. Et ici, c'était un parking aussi. Et on a décidé qu'on en ferait autre chose. Et du coup, on a installé cet aménagement très simple qui marche très bien, avec juste 2-3 petites fontaines sèches. C'est ce que vous voyez là, c'est du verre concassé, qui est donc évidemment pas du tout dangereux pour la santé, hein. Cette place existe depuis plus de 20 ans. Elle a fêté ses 22 ans là, récemment. Et à l'époque, ils avaient dû demander l'avis d'un gastro-entérologue, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient contre, hein. Mais évidemment, aujourd'hui, ce verre concassé est utilisé dans beaucoup d'autres places partout en Europe. On n'a pas de problème avec ça. Ce qui est intéressant, c'est l'effet piscine. Ça crée un petit effet. C'est comme si c'était une piscine, mais évidemment, ce n'est pas. Il n'y a que quand il y a de l'eau, mais vous pouvez aussi ne pas mettre de l'eau finalement, les enfants adorent, jouent beaucoup dessus. Et puis le glacier qui est là à côté, est celui qui fait le meilleur chiffre d'affaires de toute la ville, bien entendu, hein. Et puis pour le coup, c'est vraiment un endroit qui marche très bien, où les voitures ont le droit de rouler sur la route que vous voyez là, hein, entre le glacier et les enfants. Évidemment, il y a tellement de traversées que, bien que ce soit une zone de rencontre où c'est autorisé le 20 km/h, les gens volontairement roulent à 15 plutôt, parce qu'en fait, l'aménagement est fait de telle sorte que vous êtes invité à passer en voiture, mais ça ne vous incite pas à rouler vite. Et puis, dernier exemple, qui est un exemple nantais, qui vraiment montre que c'est aussi possible d'aménager différemment. Ici, vous aviez avant un très grand parking d'entrée de centre-ville, qui est entre le CHUV. Maintenant, le CHUV va déménager sur l'île de Nantes, mais donc le CHUV actuel, qui est encore ici, hein. Donc vous avez le CHUV, vous avez les universités, et puis vous avez le centre-ville commerçant avec vraiment tous les commerces, etc. Ce parking était une grande nappe de parking. Il y avait déjà, vous voyez au bout là-bas, des arbres qui étaient déjà là, mais c'était un parc très petit. Aujourd'hui, on l'a un peu doublé, tout en gardant le stationnement un peu plus loin, ça il est encore là.
C'est aussi un endroit très important pour les bus, pour les tramways, c'est un peu à l'entrée du centre-ville. Et ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a fait un jardin comestible. Alors je sais que Patrick Nara est déjà parti, mais je sais qu'il est à fond dans la ville comestible et c'est vraiment quelque chose qui est important pour vous aussi dans votre territoire. Vous avez cette possibilité de faire ces territoires comestibles. Nantes, ils sont très avancés là-dessus. C'est vraiment la ville française qui a le plus fait dans cet esprit, qui a du coup permis beaucoup de convivialité sur les temps de midi, les employés du CHUV, les étudiants des universités, les gens qui font du shopping. C'est là qu'ils se rencontrent et c'est aujourd'hui un endroit préférentiel, alors même que c'est un endroit qui est au milieu du trafic. Il y a beaucoup de trafic, il y a des rues passantes encore de part et d'autre, il y a encore énormément de transport public, c'est un endroit qui est vraiment un nœud de mobilité. Mais ça n'empêche pas que cet endroit-là soit finalement, au lieu d'être juste un paysage fonctionnel, et je voudrais finir là-dessus, ça devient vraiment un paysage relationnel. Et c'est ça qui change vraiment la donne, c'est que ce n'est pas que les mobilités qu'on est en train de résoudre, mais c'est vraiment donner de l'espace pour la vie des gens, pour que les gens se mettent en relation. Donc je voudrais finir avec cette phrase qui est que ce paysage du futur que vous êtes en train de bâtir, là, eh ben, il sera relationnel. Ou bien il ne sera pas, d'une certaine façon. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est important pour les gens aujourd'hui que ce paysage offre ces amples possibilités de pouvoir se connaître mieux, de pouvoir se fréquenter, de pouvoir se frotter, parfois, pas forcément être vraiment copain-copain comme si on avait fait l'école primaire ensemble, mais tout simplement de pouvoir passer les uns à côté des autres et puis que ça se passe bien. Et je crois que ça, c'est vraiment la partie intéressante de la chose. Donc voilà, je vous laisse avec ça. Qu'est-ce qu'on emporte dans nos bagages? C'est ce que je voudrais maintenant entendre de votre part. Un petit commentaire qui me dit qu'est-ce qui, pour vous, a été l'idée, la chose clé que vous emportez avec vous. Et vous vous dites, ça, demain, je vais le faire dans ma commune. Ou bien, ça, vraiment, j'y avais pas pensé et ça me parle. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Qu'on a un aménagement, voilà, on laisse après vivre les choses, les habitants s'approprient un peu les espaces. Et puis parfois les espaces ou pas, et puis des fois les habitants ne s'approprient pas cet espace parce qu'il n'est pas adapté. Je n'ai pas d'exemple en tête, mais en tout cas c'est ce qui peut se passer, ce qui peut se produire quand on... Et donner de la vie, voilà, je pense que ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et le côté humanitaire, humaniser les espaces, faire du lien, faire des espaces de rencontre, ça, je pense qu'on a besoin de ça. Voilà, je pense que ça c'est quelque chose qui peut être fort. Qui peut vraiment apporter. Pensez vraiment à apporter différents publics. Je constate souvent que c'est un peu monomodal les publics. On pense souvent aux actifs ou aux pendulaires, ou on veut un peu résoudre, je sais pas moi, les trajets jusqu'au travail. Mais en fait, c'est important de considérer que la vie des humains, c'est un tout, et puis que les gens, ils font des tas de choses. Et puis, on oublie souvent qu'aller faire les courses, c'est aussi une possibilité. C'est 15% des déplacements. Que faire du loisir, c'est plus de 20% des déplacements. C'est énorme. Chez nous, c'est même 50% des déplacements, les déplacements de loisirs. En Suisse, on a pratiquement plus, enfin j'exagère, mais les déplacements liés au travail, c'est que 20%, c'est un déplacement sur 5. Ça veut dire que 4 déplacements sur 5, c'est autre chose. C'est l'accompagnement des enfants, c'est l'accompagnement des parents âgés, on va à l'hôpital, on va à la maison de santé, on s'occupe des enfants de nos enfants qui ne sont pas en capacité de s'occuper. Donc pour le coup, on fait des tas de choses qui sont liées à l'accompagnement. L'accompagnement, c'est plus de 10% des déplacements en France selon les métropoles. C'est beaucoup. Donc ça, c'est des gisements qui sont intéressants. Et ça implique quoi? Ça implique qu'il faut aménager pour ce que j'appelle le togethering, le fait d'être ensemble. Vous ne devez pas aménager pour des personnes seules. Vous devez aménager pour des personnes qui vont ensemble. Si vous avez une famille entière, famille de 4, je sais pas, 2 enfants, le chien, le vélo, la draisienne, le machin, je veux dire, ça prend une place folle. C'est pas une petite bicyclette qui va le faire. Et donc on voit bien dans les exemples que je vous ai montrés, que ce soit les nôtres en Suisse ou que ce soit ceux des Pays-Bas, et pour ceux d'entre vous qui y êtes allés aux Pays-Bas, vous aurez remarqué qu'aux Pays-Bas, les choses sont
faite avec générosité, avec beaucoup de place pour que les gens puissent se croiser. Parce que vous avez une famille qui va dans ce sens, puis vous avez une famille qui vient dans l'autre sens, et ça prend de la place. Hein. Et surtout quand il y a des poussettes, et des draisiennes, et des machins comme ça. Et au-delà de la question de l'espace, c'est aussi la question de, si je veux maintenant me poser et puis discuter un petit peu avec vous, parce que vous êtes mon voisin, ou parce que vous êtes une connaissance que je croise, j'ai besoin de pouvoir me poser, je ne peux pas être, vous voyez, avec des gens derrière qui me poussent. Enfin, il faut créer ces petits espaces de sociabilité, et il faut les créer de façon assez régulière sur les chemins. Et vous avez vu ici qu'il y a beaucoup d'espaces à côté des espaces, et notamment là où vous devez tourner, à droite, à gauche. Ça, c'est des endroits dont il faut se saisir. Et moi, je vous conseille en particulier de vous saisir des ponts et de vous saisir des parkings, parce qu'il y a toujours des gisements d'espaces résiduels là autour, c'est sur les tournants, etc. Et puis de vous saisir des carrefours, parce que les carrefours, c'est très très stressant pour les gens. Il y a une étude qui a été faite à Londres, vous me direz Londres, c'est stressant déjà d'une manière générale, mais où mes collègues ont placé des électrodes sur les gens, sur leur corps. Et puis, chaque fois qu'ils s'approchent d'un passage piéton et qu'ils essaient de traverser, ils ont comme une mini-attaque cardiaque. Mais vous imaginez? Heureusement qu'on n'habite pas à Londres. Hein, parce que si vous avez des mini-attaques cardiaques chaque fois que vous approchez d'un passage piéton, et puis que vous en faites 20 par jour, je veux dire, au bout de quelques années, votre cœur, il est épuisé là. Et donc, nous, on n'a pas ça à ce stade, mais aujourd'hui même, quand on est passé dans ce centre commercial de Golbert, hein, moi aussi, j'avais un peu le cœur qui battait plus fort, un peu tachycardie, pas au point que je vais aller à l'hôpital qui était juste après. Mais typiquement, on avait cette problématique. Et je vous assure que c'est important qu'on essaye de descendre ce stress et qu'on essaie plutôt de multiplier les expériences sympathiques, les expériences tranquilles sur ces trajets. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours que ce soit tout tranquille, mais ça veut dire qu'il faut un peu avoir ces contrastes. D'autres personnes? Vous parlez des ponts, et c'est vrai que c'est important parce que souvent, il y a une autoroute à traverser, une route nationale, et on est là, on ne sait pas comment faire. En Hollande, je crois que vous avez dû le voir, ils élargissent les ponts d'autoroute, ils remettent sur le côté une piste cyclable de chaque côté qui s'accroche après le pont. En France, c'est tout à fait inconcevable. Les études vont dire. Et en Autriche, dans une ville comme Vienne, oui. Il y a ça, on monte même en hélice sur les ponts, et après on est en dessous du pont, à côté du pont. Ouais. C'est vrai que c'est important de reconquérir les ponts, y compris les ponts historiques. Parfois, on a des ponts qui ne sont plus des vrais ponts, mais qui sont des franchissements historiques. Vous aviez précédemment des ruisseaux qui sont parfois comblés, ou bien vous avez, comme vous dites, des ponts qui sont des faux ponts, dans le sens que c'est des ponts sur des autoroutes, ou c'est des ponts sur... Il n'y a pas de rivière, en fait. Mais cela dit, ça reste des franchissements. Et partout où il y a un franchissement, c'est très important de faire deux choses. Vraiment, quand vous traversez à la nage une rivière, il faut que vous ayez une plage de chaque côté pour pouvoir atterrir tranquillement et pas vous noyer. Considérez que quand vous êtes au milieu du passage motorisé, c'est comme si vous étiez dans l'océan en train de vous noyer. Vous essayez désespérément d'arriver de l'autre côté. Quand vous êtes enfin de l'autre côté, c'est bien de pouvoir poser les choses. C'est bien pour les gens qui puissent se préparer à la traversée, qui puissent récupérer la traversée. Donc ça, c'est vraiment des éléments importants. Et puis, autant que possible, mettez toujours à boire et à manger. Ça, tout le monde est ravi d'avoir à boire et à manger. Nous-mêmes, on a eu à boire et à manger juste avant. Ça calme le jeu. Parce que sachez que vous connaissez sans doute l'expérience des juges. Vous connaissez l'expérience des juges? Vous ne savez pas? Les juges, quand vous avez fait un crime, hein, et puis vous avez fait un crime capital, ben, si vous ne voulez pas finir en tôle à vie, vous avez intérêt à passer juste après le petit déjeuner ou juste après le lunch. Parce que si vous passez à 11h30, vous êtes sûr d'avoir la peine maximale. C'est lié au fait qu'on a faim. Et puis, ça c'est une expérience qui est connue. Et c'est même étonnant parce que les humains que nous sommes, comparé avec le fait d'être jugé par un algorithme, bah, les humains veulent quand même être jugés par des humains, bien qu'ils aient faim et qu'ils vous donnent la peine capitale, à les comprendre. En tout cas, ce qui est important, c'est de retenir que quand on a à boire et à manger, du coup, on est tous apaisés. Du coup, on était déjà au bord du divorce, le gamin était en train de pleurer, on n'en pouvait plus. Ben, on trouve un café, on se pose, tout va bien, je peux continuer ma balade sur la voie verte, vous voyez ce que je veux dire? Ou alors, trouver un endroit où vous pouvez rebrousser chemin. Je disais, faites un effet phare, trouvez un bus, ou bien revenez, mais de façon plus tranquille. Donc, faites des boucles petites qui permettent aux gens de revenir facilement. Moi, ce que je retiens, et ce qui est important, il faut vraiment qu'on se mette ça dans la tête,
Nous, on a une conception assez cartésienne du déplacement doux, on veut tout faire. On veut faire 20 bornes, on veut faire les 20 bornes bien. Or, ce qui est très important dans ce que vous avez dit, et ce qu'on voit en Suisse, on le voit vraiment bien, c'est mettre tout l'argent sur des points névralgiques, et le reste dire, bon, bah, écoutez, vous faites avec, voilà. Et puis, ça c'est important. Ce qui m'a beaucoup frappé au premier voyage d'études qu'on avait fait en Suisse avec vous, c'est le peu d'argent dépensé dans les zones de rencontre en ville. Mais beaucoup moins d'argent que nous, mais beaucoup moins. C'est moins riche en matériaux, c'est beaucoup plus simple, et puis il laisse un certain flou, ce qui fait que tu ne sais pas exactement où tu dois passer. Ça fait que tout le monde fait attention. Mais ils mettent peu d'argent. Je prends des villes comme Vienne, ils font des trucs, ça coûte, je sais pas, le 10e de ce que nous on fait. Mais nous, on n'a pas cette culture. Et ça, c'est quand même intéressant de changer de logiciel là-dessus. Et le fait déjà penser à dire on fait un déplacement doux, eh bien, il y a tel endroit qui est névralgique, stratégique, qui fait peur, ou qui n'est pas beau, etc. On met le paquet là, et le reste va accepter que ce soit comme ça. Et ça, c'est vraiment une autre... Nous, parce que nous, on est très influencés, en fait, par les bureaux d'études qui bossent pour nous. Moi, c'est ce que j'observe. Par la sécurité, Pardon? Par la sécurité, oui. Vous avez vu l'espace du carrefour aménagé avec une pataugeoire, on va dire, avec des enfants même au milieu du carrefour. Et nous, c'est inconcevable. Mais non, c'est concevable. Au début, on se fait engueuler. Mais non, ça marche, moi je suis d'accord avec vous. Évidemment, au début, les gens se disaient, oui, enfin, quand même, les enfants. Mais alors, ce qui était génial, c'est que les enfants, eux, ils n'ont pas besoin de ce genre de. Dès qu'il fait un peu chaud, ils y vont. Et puis, du coup, les parents observent. D'ailleurs, vous avez vu sans doute, j'ai des images, je ne sais pas si c'était le cas de celle-là, mais j'ai des images où les enfants sont habillés. On voit qu'ils n'ont pas prévu. Ils arrivent et les parents, voilà, ils font avec. Quoi. Mais aujourd'hui, c'est institutionnalisé. Au début, c'était comme au Miroir d'eau de Bordeaux. Les gens ne voulaient pas. D'ailleurs, vous vous rappelez que le Miroir d'eau de Bordeaux, au début, on a voulu le fermer. Il a même été fermé pendant quelques mois. Parce qu'à la base, c'est pas conçu pour ça. Puis aujourd'hui, imaginez enlever le Miroir d'eau à Bordeaux et les gens feraient une émeute. Et donc, moi, je pense que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de voir à quel point on a, nous, des idées qui nous limitent sur qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce que les gens voudraient faire. On est très influencé par les bureaux d'études. Oui. Et il faut absolument être courageux et dire non, ça j'en veux pas, moi c'est ça que je veux. Je vais vous donner un exemple qui n'a rien à voir avec la circulation. Vous avez vu, pour les gens qui sont à l'aglo, on a fait venir un bureau d'études qui accompagne toutes les communes pour dire on va faire de la gestion intégrée des eaux pluviales. Ça coûte moins cher, ça marche très bien. Mais pour convaincre les bureaux d'études, eux ils ont l'habitude de vendre des tuyaux, ça a un impact sur leurs honoraires, etc. Ça coûte moins cher. Et donc il faut absolument aussi qu'on s'impose et qu'on ne se laisse pas imposer par... mais je crois qu'il y a vraiment, surtout si vous avez l'occasion de faire des voyages d'études, quand on propose au SCOT ou à l'aglo, etc., il faut y aller parce que c'est très très inspirant. Et on se dit, mais voilà, la Suisse, certes, c'est un pays qui est certainement plus riche que nous, mais en matière d'aménagement, je pense qu'ils dépensent moins que nous. Je pense que ce qu'on a vraiment préféré, c'est de faire la quantité d'aménagements et toucher démocratiquement toute la ville, plutôt que de faire 1 ou 2 aménagements par mandature, qui sont des aménagements très chers, comme vous dites, qui mobilisent tout le budget, et après on n'arrive pas à produire pour tous les quartiers. Vous voyez ce que je veux dire? On n'arrive pas à produire pour tout le canton. Là, si on veut produire pour tout le canton, pour tout le quartier, pour toutes les communes, pour tous les bourgs, il vaut mieux qu'on divise par 30 le budget, parce que si on veut faire 30 aménagements plutôt qu'un, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça qu'on fait ça, c'est pour pouvoir après multiplier. Puis le fait que ce soit plus simple fait que c'est beaucoup plus simple à faire, et plus rapide aussi. Et donc ça, tout ça, ça compte. Et je dirais aussi que le fait que ce soit plus simple, d'une certaine façon, c'est mieux accepté par la population. On a une population frugale qui veut qu'on soit... Il faut savoir qu'aussi on est en démocratie directe. Tout ce que vous faites avec les impôts des gens, c'est voter. Donc si le truc va coûter trop cher, que ça va prendre trop longtemps, que ça va être trop compliqué, les gens ont tendance à dire non. Donc pour le coup, on essaie de faire des choses qui sont appréciées
et qui ont beaucoup d'usages, vous avez vu, il y a beaucoup de gens dessus, mais en jouant sur quelle est la chose qui fait que les gens viennent. Ce qui fait que les gens viennent, c'est le fait qu'il y ait d'autres gens. Ça, c'est sûr. Donc on va mettre beaucoup de bancs, par exemple, on va mettre beaucoup de tables de pique-nique, des choses comme ça, mais on va très peu investir dans les matériaux. Moi, je dis souvent, nous, on n'investit pas dans le marbre. Le marbre, ça ne nous intéresse pas. On ne veut pas les sols super lisses, super chers, super qualitatifs. De temps en temps, on va faire ça, mais c'est vraiment pas le fond de la question. Le fond de la question, c'est les plantations, c'est le confort d'été, c'est le fait de pouvoir s'asseoir, c'est le fait de pouvoir manger, des choses comme ça. Vous avez une question? Oui, dans ce que vous disiez, dans votre présentation, moi, ce que je trouve, en tout cas le mot extrêmement intéressant, c'est la ville relationnelle. C'est la question de la cohésion sociale, c'est la question du vivre ensemble, et de pouvoir utiliser ces emplacements pour cette cohésion sociale, et en tout cas l'adaptation des différents modes de circulation, c'est une notion extrêmement intéressante. Moi, la question que je voulais vous poser, parce que finalement chaque culture et chaque pays peut aussi être différente, selon votre expérience et votre expertise, la question de l'acceptation et l'adaptation, elle peut être différente en fonction des lieux, des populations et des cultures. Oui. C'est quoi les délais à peu près Je dirais que c'est plus une question de familiarité avec ces nouveaux dispositifs, par exemple énergétiques, hein, si on parle de l'impact sur le paysage. Nous, par exemple, en Suisse, on a énormément de problèmes avec l'insertion des éoliennes. Il y a beaucoup d'opposition. Et le canton de Neuchâtel, par exemple, a décidé que, comme ils en avaient marre de toujours avoir, les privés aussi en avaient marre, on investit quand même beaucoup pour faire le projet, pour essayer de le faire passer auprès du politique, le politique commence à être d'accord, puis après on passe en votation populaire, c'est refusé. Et donc tout ça peut prendre 5 ans, 8 ans, et puis c'est retoqué. Ben, ça, il y a un moment où c'est compliqué. Vous faites ça site par site. Donc ce qu'ils ont fait dans ce canton, c'est qu'ils ont décidé de faire une grande concertation avec toute la population pour décider d'une bonne fois pour toutes où on allait implanter s'il y avait un projet. Donc ils ont décidé de 18 sites, je crois, je dis ça de mémoire, c'est peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, qui sont des sites où les gens, suite à cette grande concertation, ont décidé que, ok, là, on est d'accord, ça impacte pas trop nos vaches, ça impacte pas trop nos paysages, ça impacte pas trop nos fermes, ça impacte pas trop la nature, parce qu'évidemment, vous avez toutes les assos, toutes les oppositions. Et donc on a fait ce vote, et ce vote a passé. Donc aujourd'hui, quand on a Neuchâtel a une feuille de route, c'est clairement où vont aller ces futures éoliennes, elles sont donc désignées, et ça a été accepté par votation populaire, donc du coup ça rend la chose beaucoup plus solide, beaucoup plus confortable. On sait déjà qu'il n'y aura pratiquement pas d'opposition, à l'exception des 2-3 riverains directs éventuellement, ou même peut-être pas, parce qu'ils auront finalement voté sur le principe, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est intéressant. Je pense que l'autre chose qui est intéressante, enfin moi en tout cas je vous conseille toujours de faire ça, c'est de jamais concerter uniquement les riverains immédiats. Soyez toujours large dans les personnes que vous concertez, et essayez surtout de toujours aller voir, comment vous dire ça, des gens qui n'ont pas un intérêt direct, hein, parce que souvent dans les réunions qu'on fait, on va avoir un peu tous ceux qui ont un intérêt à dire non. Alors que si vous allez dans la rue et que vous posez la question au premier venu, bah, peut-être qu'il dira non, peut-être qu'il dira oui. Hein, et moi, quand je fais de la concertation, j'essaie beaucoup de la faire sur le terrain, dans la rue, voir les gens. Et vous verrez que les réponses sont vraiment diamétralement opposées que celles que vous pouvez avoir en salle. Ça, ce serait ma recommandation. Maintenant, sur la question de l'acceptation, il faut aussi voir, comme je disais avant, le temps peut vraiment changer la donne. Et parfois, alors j'ai parlé du temps long, mais il y a aussi parfois juste un temps d'habituation qui n'est pas si long que ça, en fait. Et on s'habitue assez vite, en fait, aux nouvelles choses. Et d'ailleurs, vous remarquerez que généralement, une fois, les gens sont très opposés aux choses avant qu'elles existent. Une fois que les choses existent, il y a très peu d'opposition. Parfois, ça reste une opposition résiduelle, mais en quelques années, elle se dissipe. Et puis l'autre chose que je voulais vous dire, c'est mobiliser aussi vos nouveaux habitants ou vos habitants qui ont déménagé entre quartiers ou entre communes, parce que ça aussi, c'est des personnes nouvelles qui viennent renouveler le regard. Hein? Mon conseil, c'est aussi de ne pas faire des concertations uniquement avec les commerçants. Je connais beaucoup de villes qui font ça. Ça, c'est terrible, parce que ça, évidemment, ça donne un surpoids, si vous voulez, à ces personnes, par rapport, finalement, au fait d'avoir toutes les personnes.
Donc moi, je conseille de les noyer dans la masse, si je peux dire, parce qu'in fine, ils ne sont pas beaucoup plus nombreux. Certes, ils ont des besoins spécifiques, mais parfois, on leur donne vraiment une importance qui est démesurée par rapport, finalement, je dirais, à la question démocratique de qui on sert quand on est élu dans une ville. On ne sert pas que les commerçants. Et par ailleurs, la question de l'adaptation, alors c'est pas parce que c'est nécessaire, j'aurais quand même envie de vous dire que c'est important qu'il y ait une certaine esthétique, c'est peut-être pas le mot, mais qu'il y ait un certain usage, qu'il y ait une certaine beauté cinétique quand on passe, comme vous avez vu ces éoliennes. En fait, typiquement, c'est la question de comment on va cadrer, en fait. Hein, parce que ça, c'est comme toute chose qui existe. Hein. Souvent, à côté, vous voyez n'importe quelle photo magnifique de n'importe quel photographe. Ben, si vous voyez le cadre de la photo, ce qui était en dehors du cadre, ben, c'est tout aussi chaotique et tout aussi... Et finalement, c'est le fait de mettre un cadre sur la chose qui va donner une définition, un sens finalement. Hein. Et donc, on a testé par exemple une expérience intéressante qui n'a rien à voir avec le visuel, qui a à voir plutôt avec l'odeur. Mais vous savez, les gens, il y a des odeurs qu'ils détestent. Ils trouvent vraiment atroces, je veux dire, je sais pas moi, l'odeur de pisse, l'odeur de chien mouillé, l'odeur de je sais pas quoi. Et on s'est rendu compte que, notamment pour les odeurs de pollution, il y a eu des expériences à Rouen qui ont montré avec des nez, donc en fait on a engagé des nez, ceux qui travaillent sur les parfums et sur les vins, et on sait que la question de l'odeur, c'est vraiment la question de la définition. Une des raisons principales pour lesquelles vous détestez cette odeur, c'est parce que vous n'arrivez pas bien à l'identifier. Et donc en fait, si vous arrivez à dire que ça c'est du goudron mouillé avec la pluie de telle façon, ou bien que ça c'est de la pisse de chat, de je sais pas quoi, de trucs, ben, les gens en fait, sachant mieux la définition de l'odeur, arrivent à beaucoup mieux l'accepter, même quand c'est des odeurs désagréables. Donc ça, je vous dis ça pour vous dire que c'est l'assignation du sens, c'est le fait qu'on attribue un sens aux choses qui fait que les choses nous sont familières et qu'ensuite on peut mieux les accepter. Donc la raison principale pour laquelle, par exemple, les éoliennes, souvent on n'aime pas, c'est de mesurer, c'est un truc qui... On n'arrive pas en fait à comprendre le gabarit. Moi, j'ai beaucoup mieux compris les éoliennes une fois où j'en ai vu installer une. Parce que du coup, on voyait vraiment les trucs monstrueux, le camion qui n'arrivait pas à tourner le truc, et puis il fallait démonter, ça a pris des heures, c'était un truc... Et puis c'était un spectacle, quoi. Les gens ont commencé à regarder ça, puis pour le coup, c'est devenu un truc apprivoisable. Vous comprenez ce que je veux dire? Qu'en fait, il faut apprivoiser. Moi, je conseille, au lieu de cacher ça, au lieu de cacher ces processus fonctionnels, finalement, mettez-les en avant, invitez les gens à faire l'expérience. Hein. C'est intéressant de faire ça comme ça. Ouais? Merci, moi j'ai beaucoup apprécié aussi en vous écoutant cet après-midi à vélo sur tous les petits aménagements possibles en fait, en homéopathie comme ça, le long de la voie pour qu'elle soit fonctionnelle et puis relationnelle justement. Et vous avez parlé justement de dosage du séjour. Ça m'a beaucoup intéressé en tant que paysagiste parce que c'est vrai qu'on aménage des espaces en général pour le bien-être des populations et pour le bien-être du vivant, pour favoriser justement l'écosystème social et naturel ensemble. Et l'idée du dosage du séjour est intéressante par rapport à ces espaces de mobilité, parce que, donc je retiens ça, parce qu'effectivement, on peut très bien faire l'aménagement et ça permet aussi plus de fluidité et aussi de mélange des modes, peut-être. C'est une très bonne piste pour les paysagistes. Et je dis au passage que je suis très fière que mes étudiants travaillent en parallèle du plan paysage. Et sur le sujet, on a choisi cette année le sujet de la sobriété énergétique par le vélo. Et donc, même on se disait avec les élèves, est-ce que si on favorise plus le vélo, on devient aussi plus sobre en consommation d'alimentation ou on change d'autres modes de vie? Et c'est ce qu'on va essayer de rechercher à travers cette classe. Généralement, c'est ce qu'on voit dans les changements de comportement, que ça induit des comportements croisés, notamment quand c'est des comportements socles. Et il faut que le comportement soit un comportement socle. C'est-à-dire qu'il est solide par rapport à d'autres comportements, celui qui fait la base du changement. Mais pour revenir sur la question des dosages de séjour, c'est vrai que c'est très important de réfléchir au budget-temps que les gens ont dans leur poche. Pensez au budget-temps comme un porte-monnaie. Hein. Vous avez beaucoup de billets de 5 minutes. Si je vous demande pas 5 minutes, généralement vous avez 5 minutes. Vous avez quelques billets d'un quart d'heure, quand même assez nombreux.
et vous avez des billets d'une demi-heure, là vous en avez déjà moins. Si je vous demande une demi-heure pour boire un café, vous me dites ouais, peut-être, ouais, bon, je suis un peu pressé, oui, peut-être demain. Si je vous demande un billet d'une heure, vous allez me dire probablement non. Et si je vous demande maintenant un billet de 3 heures, vous allez me dire ah non, là vraiment pas. Donc vous voyez que les billets de 3 heures, c'est un truc dont on dispose généralement les dimanches, peut-être les mercredis si on ne travaille pas, on a les enfants, etc. Mais ils sont extrêmement rares dans nos vies. Donc on aménage très souvent le paysage pour du séjour long. Parce qu'on pense que les gens vont rester une après-midi entière. Mais ça, c'est vrai au maximum 50 fois par an, si vous y allez tous les dimanches, là, à cet endroit, à ce parc, à ce bord du lac, etc. En comptant les jours où il pleut, les jours où vous devez voir votre belle-mère, et puis les jours où vous avez l'enfant qui est malade, et puis je sais pas quoi, si vous y allez 10 fois par an, c'est déjà énorme. Et donc, il faut bien plutôt profiter de prendre aux gens le temps qu'ils sont prêts à vous donner, et ça, c'est plutôt des temps de micro-séjour. Donc les gens auront toujours dans leur poche 5 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Ça, ils arrivent à dégager ce temps-là. Quelqu'un leur a posé un lapin, ils doivent attendre, bon, ils peuvent investir ce temps. Ils ont fini plus tôt une réunion, ils peuvent investir ce temps. Le dentiste est en retard, ils peuvent investir ce temps. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, ces temps, on en dispose, on en a dans nos poches. Et toute la question, c'est comment, à travers la mobilité, je rappelle que la mobilité, c'est quand même 7 ans de votre vie, hein, je veux dire, c'est pas négligeable au total. Hein. Donc, entre le temps qu'on passe en congestion, le temps qu'on passe, il vaut mieux que ce temps soit un temps intéressant, avec beaucoup de texture, et puis qui vous permette de faire des pas de côté dès que vous avez un peu de temps à investir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour le coup, chaque fois que vous faites des espaces, demandez à vos... Moi, je suis d'accord avec Michel Harris sur la question des concepteurs. Les concepteurs ne pensent pas en temps, ne pensent pas comment les gens vont investir le lieu qu'ils sont en train d'aménager. Et c'est à vous de leur rappeler et de leur demander, mais là, les gens qui vont venir là, ils vont venir combien de temps? Ils vont venir 5 minutes, ils vont venir 15 minutes, ils vont venir une demi-heure. Est-ce que c'est un endroit qui doit accueillir tout le spectre de ces temps, des 5 minutes aux 3 heures? Est-ce que c'est un endroit qui doit plutôt être pour le micro-séjour, avec forte rotation d'ailleurs? Parce qu'en fait, j'insiste beaucoup là-dessus, quand vous avez un risque de surménage de l'espace, que l'espace soit surfréquenté, ça arrive souvent dans les voies vertes. Nous, à Genève, on a fait une voie verte d'agglomération, 22 km, traverse toute l'agglomération, de la France à la France, en passant par le centre de Genève. Cette voie verte a été prise d'assaut par les pendulaires à vélo, par les écoliers, par les gens qui baladent leurs chiens, par tous ceux qui se baladent par ailleurs. Et c'est impossible d'y circuler le dimanche, il est en surpression. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pourquoi? Parce qu'il n'y en a qu'une. Déjà, il faut faire un réseau, mais aussi, il faut penser à distribuer les gens dans le temps. Et s'ils sont en forte pression, alors il faut, tout à fait comme les places de parc, même réflexion, hein, il faut faire de la rotation, ce qu'on appelle la rotation. Donc ça veut dire qu'il faut créer des paysages dynamiques dans lesquels vous incitez les gens, non pas à se poser d'une fois pour toutes à un endroit donné, mais plutôt à, oh bah tiens, on va se rencontrer là, hein, on va rester là un petit peu, on va avoir un café ici, puis après on va prendre le vélo, on va avancer encore un petit peu, puis on va aller se poser dans le parc là-bas pour faire le pique-nique tout à l'heure. Puis après, on va avancer, on va, je sais pas moi, aller chercher les enfants à l'école, et puis on va rester là, proche de l'école. Vous voyez ce que je veux dire? Et on a vu, par exemple, en faisant des études à Saint-Étienne, ça je l'ai vu moi-même dans mes propres études, que les gens fréquentent beaucoup d'espaces publics différents dans la même journée. Ils ne fréquentent pas qu'un seul espace, ils ne restent pas qu'un seul endroit. Et c'est tant mieux. Et c'est quelque chose qu'il faut même encourager pour que vous ayez cette rotation, pour que les gens déjà connaissent plus d'endroits, et pour que les jours, je ne sais pas moi, où vous avez une forte canicule, les gens n'aillent pas tous sur la même plage fluviale. Pour que le jour où vous avez une inondation, puis que la moitié de la ville est sous l'eau, ils n'aillent pas tous sur le seul point haut. Vous voyez, il faut qu'on crée chez les gens une carte mentale assez large, assez pleine, et puis qu'elle ne soit pas comme le gruyère pleine de trous, mais qu'au contraire, elle est pleine de lieux allumés dans leur tête pour qu'ils puissent aller. Voilà. Autre question? Ça va? Je crois qu'on est bien là, on est repu, si je peux dire. Bon, je vous encourage du coup à repartir avec plein d'idées. Pensez à celles qui vous chérissent.